Rebonsoir et on prolonge ce documentaire ce soir dans Droit de Suite en s'interrogeant sur la souffrance des hommes et des femmes souffrant de troubles bipolaires avec 4 invités autour de ce plateau pour ce Droit de Suite, en commençant par vous, Marc Masson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre et rédacteur en chef du journal L'Encéphale et vous avez publié aux presses universitaires de France Les troubles bipolaires dans la célèbre collection Que sais-je. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce soir. À côté de vous, Marie Alvéry, bonsoir. Bonsoir. Vous souffrez de troubles bipolaires depuis de très nombreuses années. Vous avez témoigné d'ailleurs de votre vie avec la maladie aux côtés d'une autre bipolaire, Hélène Gabert, dans ce livre intitulé « J'ai choisi la vie, être bipolaire et s'en sortir », publié aux éditions Payot. En face de vous, le professeur Franck Bellivier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de service de psychiatrie des hôpitaux universitaires Saint-Louis, Lariboisière, Fernand Vidal. Merci à vous aussi d'être avec nous ce soir. Et puis enfin avec nous, Annie Labbé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Argos 2001. Alors Argos, hein, évidemment, hein, comme le nom de la célèbre balise de détresse. Et 2001, eh bien, comme l'année tout simplement de la création de cette association qui accueille ceux qui souffrent, bien entendu, hein, de ces troubles bipolaires, mais aussi leurs proches. Et ça, c'est très important. On verra pourquoi ce soir dans cette émission. Je vous propose de retrouver, si vous le voulez bien, Annie Labbé, quelqu'un que vous connaissez bien. C'est le docteur Christian Gay. Il était dans ce documentaire et il nous décrivait ces fameux troubles bipolaires. Regardez. Avec plaisir. On parle de troubles bipolaires pour en fait définir un ensemble de pathologies qui se caractérisent avant tout par des périodes de haut et des périodes de bas. Avec un certain nombre de symptômes qui sont le plus souvent douloureux, en particulier dans les phases dépressives, et qui vont avoir des répercussions négatives dans la vie de tous les jours. La bipolarité donc va se caractériser par une évolution très particulière, avec des montées et des descentes, un peu comme une balançoire, vous voyez. Alors voilà donc la définition de ces troubles que nous donne le docteur Christian Gay. Et puis pour bien comprendre ce dont nous parlons ce soir, voilà ces quelques chiffres hein, concernant la population des bipolaires. Ça représenterait 1% de la population mondiale, ce qui est assez considérable. 600 000 personnes en France, une personne sur deux est tentée par le suicide, une personne sur deux touchée par ces troubles, et 5 à 15% se suicideraient suite à ces troubles dans notre pays, en France. Voilà, ça c'est pour bien comprendre l'ensemble des données concernant les troubles bipolaires. Je me tourne vers vous, à quand remonte l'identification précisément de ces troubles psychiatriques? Est-ce qu'on peut le dire précisément d'ailleurs, et à quand est-ce qu'on peut faire remonter l'identification de ces troubles? Déjà, cette appellation... C'est pas nouveau, non, c'est pas une pathologie nouvelle, c'est probablement une maladie qui a existé depuis que l'homme est homme. Ouais. En tout cas, l'appellation, elle remonte au milieu des années 80. On a changé le nom de ce qu'on appelait autrefois la maladie maniaco-dépressive. Quand je dis autrefois, c'est que c'est une définition qui remonte à peu près à la fin du 19e siècle. Ouais. Mais une appellation qui était lourde de sens. Alors certes, on comprenait bien qu'il y avait et des phases dépressives et des phases maniaques. Alors c'est pas maniaque au sens où on l'entend d'habitude, de bien ranger ses affaires, mais c'est au sens grec, étymologique, c'est-à-dire d'une agitation délirante, excessive. Et donc cette alternance cyclique, comme cela, aléatoire, de moments dépressifs et de moments d'agitation. Donc les troubles bipolaires déterminés comme tels aujourd'hui sont les troubles maniaco-dépressifs d'hier. Absolument. Absolument. Alors en sachant qu'il y a deux types de troubles bipolaires, schématiquement, justement le trouble assez typique dit de type 1, où là il y a des grandes phases d'agitation maniaque sévère, où là il y a une insomnie totale, une agitation constante pendant plusieurs jours d'affilée, des propos extrêmement abondants, voire délirants. Ouais. Et puis donc des phases éventuellement dépressives. Puis le trouble bipolaire dit de type 2, où là prédominent essentiellement les phases dépressives et où les moments d'excitation sont beaucoup plus modérés, c'est-à-dire qu'on dort moins, on a un débit de parole qui s'accélère un peu plus, donc on a un comportement qui n'est pas normal, mais qui n'a rien à voir avec la grande crise d'agitation délirante qui aboutit le plus souvent à une hospitalisation et un passage aux urgences. Il y a des personnes célèbres qui ont été évoquées dans ce documentaire, des personnes du spectacle, Marlon Brando, Marilyn Monroe, des personnes politiques de premier plan aussi, hein, Napoléon, Winston Churchill. C'était des personnalités qui souffraient de troubles bipolaires sans le savoir, de troubles maniaco-dépressifs sans le savoir à l'époque? Alors,
bon, encore une fois, la conception qu'on a de la maladie aujourd'hui, elle a une grosse centaine d'années. Donc, porter des diagnostics sur des personnalités historiques, c'est assez compliqué. Ah oui. En tout cas, bon, certaines personnes ont effectivement probablement souffert de troubles bipolaires. D'autres, c'est beaucoup plus énigmatique. En tout cas, le fait qu'il y ait aussi beaucoup de personnes du monde artistique, c'est quelque chose qui est mis en avant. Alors, toutes les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire ne sont pas des artistes, et tous les artistes ne sont pas des personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire. Ceci étant, il y a des études de neuropsychologie qui ont montré que les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire ont une capacité à faire des liens entre des mots, des choses qui apparemment, pour le tout à chacun, n'en ont pas. Donc, on y a une certaine créativité intellectuelle, cognitive, qui est un peu plus développée que le tout à chacun. Et donc, quand c'est associé à une personnalité qui a par ailleurs un génie artistique, effectivement, ça peut donner, comme le témoignage de Gérard Garouste l'éclairait dans le reportage. Et en même temps, il dit très bien, Gérard Garouste aussi, que c'est pas pendant les périodes de sa maladie, pendant les crises de la maladie, que son talent artistique s'est déployé. C'est entre ces crises et qu'au contraire, ça a plutôt été des périodes qui ont été pour lui assez négatives sur le plan de sa production artistique. C'est ce que j'allais dire parce que la référence faite à des patients éventuellement bipolaires, célèbres, et sinon tendancieuses, en tout cas risquées, ce qui me paraît important, c'est de ne pas perdre de vue que c'est une maladie handicapante qui fait considérablement souffrir les gens, et pas du tout une maladie qui contribue à avoir un développement de personnel extraordinaire. Voilà, c'est pas une maladie qui rend spécialement créatif ou spécialement performant. C'est d'abord et avant tout une maladie handicapante. Il y a 3 causes principales identifiées comme telles dans ce documentaire, hein. Je les cite, c'est soit un événement traumatisant lié à l'enfance, hein, soit le stress de l'environnement social, soit l'hérédité qui provoquerait ces fameux troubles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces 3 principales causes identifiées dans ce documentaire? Oui, après il faudrait rentrer un tout petit peu dans les détails, mais je vais être concis, en tout cas je vais m'efforcer d'être concis. Donc c'est d'abord et avant tout, comme l'a dit Marc Masson, une maladie de la régulation des émotions, d'abord et avant tout. Et probablement une maladie aussi qui touche l'architecture des rythmes circadiens, des rythmes veille-sommeil. Les rythmes circadiens des patients bipolaires sont très fragiles. La manière dont les émotions sont traitées, c'est quelque chose qui s'acquiert au cours du développement. Et donc, bien sûr, que des événements traumatiques au cours du développement vont, entre guillemets, programmer d'une certaine manière le traitement des émotions à l'adolescence puis à l'âge adulte. Donc il y a un effet de programmation lié aux circonstances qu'on rencontre au cours de son développement. Premièrement. Deuxièmement, il semble bien qu'il y ait des terrains qui soient... Et ça, c'est le stress à l'environnement social? Le terrain? Oui. Non, le terrain, c'est plutôt les facteurs de prédisposition génétique. D'accord. Il faut bien insister sur un point, c'est que les troubles bipolaires ne sont pas une maladie génétique, au sens où on hériterait d'un gène, etc. Mais il y a des constitutions qui sont plus vulnérables que d'autres, de même qu'on n'est pas égaux face au risque de surpoids, face au risque d'asthme, face au risque de cancer, face au risque des maladies à terrain, il y en a quand même beaucoup, et c'est le cas probablement des troubles bipolaires. Et puis enfin, dans les facteurs de vulnérabilité, ou en tout cas les facteurs déclenchants l'expression de cette vulnérabilité, il y a les facteurs de stress qu'on rencontre aujourd'hui et maintenant. Donc effectivement, on peut être d'accord avec cette architecture complexe de ces 3, et l'intervention de ces 3 facteurs. Ces 3 types de facteurs. Alors vous avez souffert justement du fait qu'on n'ait pas réussi à mettre un nom sur cette maladie vous concernant, puisque votre première crise, vous l'avez eue à l'âge de 23 ans, hein, je crois, c'était en 1989. Et à l'époque, il était difficile de diagnostiquer cette forme de trouble. Il a fallu attendre plus de 10 ans pour qu'on connaisse réellement, diagnostiquer réellement la maladie en ce qui vous concerne. Je crois que c'est environ 13 ans, hein, d'ailleurs. Ça a été très dur à vivre. Et finalement, est-ce que vous l'avez vécu comme un soulagement, le fait même qu'on puisse mettre un diagnostic sur ces fameux troubles dont vous souffriez? Oui, je l'ai vécu comme un certain soulagement, en tout cas de mettre un nom sur cette maladie qui me suscitait des crises maniaques de type 1, très violentes, etc. Donc ça, c'est un soulagement.
Maintenant, l'acceptation de la maladie, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on peut se dire, je suis bipolaire, je prends bien mes médicaments, etc., et pas être dans une position d'acceptation réelle de la maladie. C'est un chemin qui m'a pris encore 20 ans, je dirais, pour véritablement accepter la maladie, pouvoir le dire aux autres, pouvoir m'appuyer sur des leviers, avoir des outils d'abord pour la combattre, et puis m'appuyer sur des leviers justement de sensibilité pour essayer aussi d'en tirer un petit quelque chose, parce que malgré tout, on peut quand même... Hein, cette sensibilité, on peut en faire quelque chose. Voilà, donc, et pour mesurer le chemin parcouru, pendant un peu plus de 10 ans, on vous a prescrit des antidépresseurs qui n'étaient pas du tout adaptés aux troubles dont vous souffriez. Voilà. Et ça a même amplifié le mal, d'ailleurs, à l'époque. Exactement. Avant qu'on me diagnostique, à l'époque maniaco-dépressive, j'ai été hospitalisée plusieurs fois et on a confondu le mal dont je souffrais avec une dépression, alors que j'étais en pleine crise maniaque, donc ça n'avait rien à voir. On m'a prescrit des antidépresseurs, et donc ça a fait repartir la crise maniaque, quoi. Enfin, c'est le truc assez hallucinant. Donc non seulement on ne m'avait pas diagnostiqué, mais en plus on me donnait des médicaments contre-indiquants par rapport à ce que j'avais. Alors ce chemin qu'a emprunté Marie Alvéry pour la reconnaissance, la prise en compte de cette maladie, vous le faites avec d'autres malades au sein de votre association, des proches. On parlera peut-être un peu plus des proches ensuite. C'est quoi justement les 2-3 leçons à tirer de ces entretiens que vous avez avec les malades concernés? Il y a quand même des points similaires entre tous ces malades, même si on dit que c'est une des spécificités de ce trouble, que à chaque cas, ces troubles finalement. Hein. Il n'y a pas un cas à l'identique parmi les cas de tous les bipolaires. Oui, en effet. Et donc, ce parcours, comme il a été décrit, est très, très pénible, tant pour les personnes qui sont malades, qui ont la pathologie. Moi, j'aime bien dire qu'ils souffrent de troubles bipolaires, non pas qui sont bipolaires. Parce que nous sommes des personnes à part entière. Je parle aussi de moi, puisque moi aussi, je souffre de cette pathologie. Et il me semblait indispensable qu'il puisse y avoir des lieux, des rencontres, des lieux d'échange. Mais pas seulement entre patients, mais les patients et les proches, étant impliqués les uns comme les autres et souffrant autant les uns que les autres, d'une manière totalement différente. Mais la prise de conscience, comme ça a été dit là il y a un instant, c'est difficile cette prise de conscience et ça prend beaucoup de temps, la prise de conscience de cette maladie. Voilà, je souffre de troubles bipolaires. Cela en soi, c'est déjà, semble-t-il, très difficile. Je pense que le chemin est très long. Tout d'abord, il est très difficile d'accepter une telle pathologie qui est quand même, comme le disait le docteur Bellivier, très handicapante. Donc, quelqu'un de jeune qui se sent normalement bien, qui ne sent pas que ça ne va pas, se trouvant affligé d'un diagnostic avant psychose maniaco-dépressive, alors psychose, hein, et puis maintenant, trouble bipolaire, c'est un peu plus doux. Mais néanmoins, on sait qu'on n'en guérit pas, qu'il faudra accepter, je dirais, même mieux apprivoiser ce trouble avec lequel nous vivrons bien, mais à partir du moment où tout le bon soin sera fait au bon moment. Non, juste un mot pour dire que la notion d'acceptation de la maladie est, là encore, je trouve assez piégeuse, si vous me permettez ce néologisme. Je ne sais pas si on peut accepter d'avoir une maladie. Je pense que c'est inacceptable d'être malade. Voilà. Très malade. Donc, premièrement. En revanche, j'ai l'habitude de dire qu'avec des moyens éducationnels, pédagogiques, on peut quand même emmener sur notre chemin du soin les patients et leurs proches, d'ailleurs, avec des arguments simples pour réduire la stigmatisation, puisque finalement, ce qui fait que ce n'est pas acceptable, entre guillemets, c'est que cette maladie est très stigmatisée. Et donc, il y a tout un chemin à faire pour faire son coming out avec son trouble. Donc, pour les emmener sur ce chemin-là, je pense que expliquer les troubles, partir de raisonnements très simples avec les patients, en leur disant que dans notre expérience, ceux qui se soignent vont mieux que ceux qui ne se soignent pas. Et bien avec ça, on peut développer tout un arsenal d'éducation thérapeutique, en particulier, qui rend les choses beaucoup plus acceptables et finalement contribue à la stabilisation.
Je vous propose de regarder un deuxième extrait de ce documentaire. C'est cette fois un témoignage, celui de Nadège Langlois, qui fait froid dans le dos. Regardez. Et quand elles étaient toutes petites, ma première dépression, j'avais 25 ans, donc elles avaient 3 ans et 1 an et demi. J'avais qu'une idée en tête, c'était de me tuer, mais les tuer aussi. Je ne serais pas partie toute seule. C'était pas possible. Quand je vois des cas comme ça, dans les faits divers où la maman tue les bébés et les enfants avant de se tuer, mais je comprends complètement ça, cette souffrance-là. Et j'avais des idées comme ça, où je me disais, je vais les endormir avant de les tuer, et je vais me tuer après, je vais les emmener avec moi, enfin... L'idée de la mort, elle m'a jamais quittée, quoi, en fait. Oui, alors il y a cette idée de la mort hein, qui est là, qui est omniprésente, surtout bien sûr dans les phases dépressives, les fortes phases dépressives. Et puis alors il y a ce témoignage, il fait effectivement très froid dans le dos parce que cette mère, non seulement imagine la mort, mais elle ne l'imagine pas sans ses enfants. C'est-à-dire qu'elle l'amènerait, évidemment, il n'est pas question pour elle de laisser ses enfants. Et donc elle ambitionnerait même, dans l'absolu, de tuer ses enfants pour qu'ils partent avec elle. Alors là, la souffrance est telle intérieurement qu'on veut emmener ceux qui nous sont le plus chers avec nous pour leur épargner aussi cette souffrance. Enfin, c'est ce qui se passe dans un raisonnement erroné, bien sûr, hein, mais de dépression comme ça, bipolaire, mais avec mélancolique. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des idées délirantes sur l'existence et que l'existence, il vaut mieux s'en extraire que de continuer à vivre et donc d'emmener avec soi, comme disait cette personne, Nadège, d'emmener ses enfants avec soi. Mais là, on est proche de la folie, hein, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la nature de ces troubles, qui découvrent à la fois ce documentaire et cet extrait en particulier, on pourrait considérer qu'on est proche de la folie, là. En tout cas, ce sont des idées dites délirantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus rationnelles, mais elles s'inscrivent dans un syndrome dépressif extrême, en quelque sorte. Quelle est la phase la plus dangereuse? Est-ce que c'est la phase maniaque qui a été décrite dans toute la première partie de ce documentaire ou la phase dépressive? Déjà sur la dangerosité, il faut dire que les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire ne sont pas des personnes dangereuses. Bon, voilà. La maladie peut être dangereuse d'abord pour eux-mêmes, parce que comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, malheureusement, encore aujourd'hui, malgré les différents traitements dont on dispose, environ 10% des patients vont mourir par suicide. Donc c'est d'abord pour les patients eux-mêmes que la maladie est dangereuse. Ils sont rarement, très rarement, dangereux pour autrui. Donc ça me paraît quand même très, très important à souligner. C'est intéressant, c'est rare d'ailleurs des témoignages comme ça. Ah oui, d'une force incroyable. Oui. Voilà, et aux côtés en marge de ce qui est assez spectaculaire dans ce témoignage, je pense que ça donne une idée très précise du bouleversement intérieur que constituent les épisodes eux-mêmes, c'est-à-dire avec une vision du monde qui est complètement brouillée et des symptômes qui envahissent tout le champ de la pensée, avec une perte totale de contrôle de la personne et un impact sur sa logique, sur sa rationalité. Donc c'est un premier élément important de la pathologie. Le deuxième élément, c'est que c'est une pathologie intermittente. Et donc la personne qui a eu à connaître des bouleversements aussi profonds, une modification aussi troublante de son état, quand il recouvre la santé et un jugement normal, eh bien, repense avec beaucoup de perplexité à ces périodes-là. Et ça, c'est un trauma dans le trauma, j'ai envie de dire. Il y a l'expérience elle-même qui est épouvantable. Puis après, quand on en sort, l'impression d'avoir été quelqu'un d'autre, et ils le décrivent beaucoup comme ça, en disant « mais je ne sais pas, bon sang de mon soir, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» C'est comme ça que vous l'avez ressenti? Non, jamais comme étant quelqu'un d'autre. Mais je sais qu'effectivement, il y a des livres de témoignages qui disent qui je suis quand je suis pas moi, etc. Et pourtant, vous vous dites dans votre livre que vous êtes mis en danger de manière très forte. J'ai des crises maniaques excessivement fortes, mais Et là, vous n'étiez pas quelqu'un d'autre. Toujours moi-même. Enfin, de même que dans le documentaire, à un moment, il y a une des protagonistes, enfin une des témoignantes, qui dit je deviens folle. Comme si elle avait, enfin bon, j'ai dit à ma mère, je devenais folle, etc. Comme si elle était double. Et ça, c'est un truc qui m'a étonnée dans le documentaire, parce que c'est quelque chose qu'une personne en crise maniaque, elle se dit jamais je suis folle. Au contraire, pour moi, elle est
en parfaite, alors c'est peut-être une illusion, mais elle est en parfaite cohésion avec elle-même. Alors elle se rend compte qu'il y a des décalages un peu avec les autres, etc. Mais il y a une espèce on est pleinement soi, on est, comme disait Gérard Garouste à un moment, on a tous ses sens, ou le photographe, on a tous ses sens en éveil, on est en hyper éveil. On se sent invulnérable, intouchable. Invulnérable, intouchable, etc. Mais bon, voilà. Mais effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de patients qui pensent qui le vivent autrement. Et qui le vivent comme étant un double. En revanche, vous avez été hospitalisé à 7 reprises et toujours dans cette phase maniaque, hein, si j'ai bien compris. Toujours en phase maniaque, toujours en phase maniaque pour que l'hospitalisation avec un. Parce que justement, c'est là que vous étiez le plus en danger. Chute, fasse stopper la crise maniaque. Parce que justement, c'était là que vous étiez le plus en danger, hein, j'imagine. Effectivement. Alors, évidemment, des malades, hein, vous l'avez dit, c'est important, évidemment, sont les premiers concernés, notamment à considérer le taux de suicide hein, qui ces hommes et ces femmes qu'on a vus. On prend aussi conscience de la nécessité d'informer les proches, de les associer à la thérapie. Là, on se met à la place de ces enfants qui sont auprès de cette mère. Forcément, il faut qu'ils soient, j'imagine, hein, le plus informés possible, qu'ils prennent garde à la malade en question, qui est aussi leur mère. Enfin, c'est très compliqué, ça. Ben oui, les proches souffrent énormément. Moi, ce que je vois après ces 16 années là, à Argos, et avec les témoignages lors des groupes de parole que l'on fait en mixité, ce qui est très bien, parce que comme ça, il y a le regard du patient avec un proche qui n'est pas le sien et inversement. Et ce qui est le plus épouvantable, c'est l'impuissance de la famille. L'impuissance, surtout lorsque leur proche est dans le déni. Et là, je dirais que c'est catastrophique pour l'ensemble de la famille, puisque on ne peut pas vivre avec la crainte perpétuelle de ce qui va arriver à son plus proche, et en se disant mais comment je peux l'aider, mais comment je peux arriver à lui faire prendre conscience qu'il aille vers ce soin. C'est surtout dans ces périodes-là où c'est très difficile. Il y a deux moments, Annie, peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire, où l'entourage peut-être se sent désarmé, c'est quand la crise maniaque commence à s'installer, ou surtout quand ça a été le deuxième épisode où là les proches savent que tiens ça y est, ils commencent à plus dormir, ou commencent à avoir telle idée fixe, ou commencent à aller acheter à nouveau des âneries un peu partout, etc. Donc là il y a cette angoisse très forte de la rechute. Voilà, donc il y a ce déni-là, je dirais, qui est lié au début d'un épisode maniaque où parce que quand il y a une phase dépressive, le patient est bien conscient de faire une phase dépressive. Hein, donc là, il n'y a pas de déni. La souffrance intérieure est telle que là, voilà. Par contre, effectivement, le début de la crise maniaque, le plus souvent, ou même l'hypomanie, donc c'est cette phase d'excitation plus modérée dans le trouble bipolaire de type 2, là, les patients sont beaucoup moins conscients, même quand la maladie a évolué depuis déjà un certain temps. Puis il y a un deuxième type de déni, mais là, que vous avez évoqué aussi, Marie, c'est finalement le fait que quand on est jeune, quand on a 23 ans dans votre cas, ou parce qu'en gros la maladie, elle commence, c'est vrai, dans la majorité des cas entre 18 et 25 ans, bon, accepter qu'on a une maladie, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut concevoir a priori. On dirait, est-ce qu'on peut le concevoir un jour dans la vie? Je ne sais pas, mais plus on avance en âge, plus on se dit, la probabilité que j'ai un jour une maladie est forte. Quand on a 20 ans, c'est pas du tout quelque chose qui me vient à l'esprit. Et d'autre part, comme disait le professeur Bellivier, c'est une maladie qui va modifier ce que l'on ressent, ce que l'on perçoit, notre manière d'être. Donc, c'est-à-dire que le jugement qu'on va porter sur notre état, il est lui-même modifié par la crise qu'on traverse. Donc tout ça, ce sont des biais énormes qui visent qui entravent la prise de conscience de la maladie. Le thérapeute, quelle attitude doit-il avoir vis-à-vis des proches, justement? Il les associe de manière très proche. Il part du constat que... Vous leur dites la vérité, toute la vérité? Bon, d'abord, on a des interventions qui sont spécifiquement dédiées aux proches. Oui. Et on les intègre dans différents types d'actions. C'est peut-être les groupes de psychoéducation. Oui. Maintenant, il y a des séances qui incluent les proches, des séances de médiation entre le patient et ses proches sur des sujets spécifiques, comme par exemple la gestion du risque suicidaire, la gestion du risque de la rechute, qui angoisse beaucoup les proches et souvent le patient lui-même. Et on les comprend. Hein. Mais on part d'un principe extrêmement simple, qui est d'ailleurs ce qu'il nous rapporte, qui est ces métamorphoses très profondes d'un individu dans un système familial, c'est extrêmement compliqué à comprendre. Quand un gamin de 17 ans
devient mélancolique ou devient maniaque, c'est un phénomène incompréhensible, tellement la personne est en rupture par rapport à son fonctionnement habituel. Donc là, il y a des explications relativement simples, de la pédagogie toute simple pour dire, bah oui, voilà comment s'appelle cette maladie, elle est caractérisée par des épisodes, et quand il est dans un épisode, eh ben, il n'est pas pareil que quand il est entre deux épisodes, et donc il faut expliquer tout ça. Ensuite, il y a la deuxième question qui est les proches qui nous demandent, mais qu'est-ce que moi je peux faire ? Moi, sa mère, moi, son père, comment je peux intervenir ? Donc là, effectivement, on le ressent d'ailleurs dans ce documentaire, c'est les interrogations qui ressortent aussi de ce film. Là, effectivement, c'est de la matière très intéressante pour travailler avec le système familial, pour réguler les interactions entre les membres de ce système familial, pour que justement ces épisodes qui ont laissé des traces, qui ont été traumatisants pour tout le monde, eh bien, n'impactent pas trop la manière dont ils communiquent. Comment vous avez géré ces troubles auprès de vos proches, justement Est-ce que vous en avez parlé rapidement? Ça a mis du temps? Et dans quels termes vous en avez parlé à un moment? Non, j'en ai parlé excessivement tardivement. C'est pour ça que je parle d'acceptation de la maladie. C'est qu'il y a quand même un chemin quand même entre le fait de prendre ces médicaments gentiment, docilement, etc. Et le fait de se poser des questions sur ce que l'on a, effectivement, et comment on peut le communiquer aux autres, que ça peut aussi avoir un impact sur les autres. Et notamment est-ce que ce sont vos proches qui se sont interrogés en se confiant à vous, ou est-ce qu'à un moment c'est vous qui avez décidé de parler de vos troubles à vos proches? C'est venu de moi. C'est-à-dire que j'ai eu un entourage très stable, très fidèle, etc. En revanche, qui ne m'a pas beaucoup aidée dans un premier temps, en tout cas, dans la gestion de ma maladie. Et il a fallu que que j'en fasse état, que je leur en parle, que je suscite les questionnements pour que ça vienne. Bon, voilà, mais ça c'est mon cas particulier. Hein. Je pense que la plupart des entourages... Est-ce que vous en avez parlé dans le milieu professionnel, avant qu'on parle des remèdes, hein, pour finir, mais il y a une autre question qui est soulevée, évidemment, ce sont les troubles que peut susciter cette maladie dans le milieu professionnel. Est-ce que vous en avez parlé à vos employeurs à l'époque, lors des premières crises? Comment est-ce que vous avez géré cette maladie sur le plan professionnel? Alors, j'ai travaillé dans une entreprise d'abord où j'ai fait, au sein de laquelle j'ai fait vraiment un pétage de plomb, comme on dit. Donc là, je ne savais même pas que j'étais bipolaire moi-même. Voilà, c'est resté un petit peu sans suite, si je puis dire. Et puis, bon, j'ai pas été licenciée pour autant, hein, mais voilà, j'avais de nombreuses années de bons et loyaux services dans l'entreprise. Et pour le reste, vous avez réussi à vivre avec la maladie dans le milieu professionnel? Oui, alors je travaille chez moi. Ça, c'est un gros, un avantage. Un gros accommodement, c'est que je travaille, mais chez moi. Vous conseillez d'en parler à l'employeur lorsqu'on est touché par ce type de trouble? Non, la réponse très sincèrement, sincèrement non. C'est à déconseiller. C'est à déconseiller. J'ai vu trop de personnes qui en ont parlé dans le cadre de leur vie professionnelle et qui ont eu de graves ennuis, soit ont perdu leur emploi, soit ont été mis au placard. Enfin, je veux dire que, entre guillemets, hein, et non, je déconseille. Et moi-même, j'ai vécu ça en témoignant et en ayant perdu mon emploi parce que j'avais témoigné que je vivais avec des troubles bipolaires au quotidien. Donc je dis bien non, il ne faut pas en parler. Non. C'est vrai que même nous, en tant que médecins, de toute façon, la santé, c'est de l'ordre de l'intime, c'est de l'ordre du confidentiel. Oui. Et quelle que soit la pathologie dont on souffre, on n'a pas à en faire part à son employeur. Et c'est vrai qu'une pathologie comme les troubles bipolaires, surtout que quand elle est bien stabilisée, les personnes bipolaires, enfin qui sont d'un trouble bipolaire, ont une vie strictement ou quasiment normale, vue de l'extérieur. Donc en fait, il n'y a pas lieu d'en parler. Par contre, dans certains cas particuliers, moi, ça m'arrive d'encourager le patient à en parler à son médecin du travail pour qu'éventuellement, effectivement, il y ait un aménagement dans le cadre de la confidentialité de l'entretien avec le médecin du travail sur les horaires, sur l'exposition à des stress ou à des pressions hiérarchiques excessives, etc. Donc, le travail posté est interdit. Il y a effectivement des aménagements qui peuvent être discutés avec le médecin du travail et c'est jamais inutile. Et puis, mais la stigmatisation va au-delà. Obtenir un prêt quand on a un diagnostic de trouble bipolaire, c'est toute une affaire. Les remèdes, le lithium est avancé comme un remède qui a fait ses preuves. Dans la moitié des cas, disent documentaires, est-ce que c'est vrai? Et on a envie de dire la moitié des cas seulement alors. Quels sont les bons remèdes, là, sur le plan thérapeutique, pour
pour vivre avec, hein, puisqu'il ne s'agit pas de guérir, hein, il s'agit de vivre avec. Là, hein. Ça dépend ce qu'on entend par guérison. Si on entend par guérison faire que les maladies soient silencieuses et qu'on ait une qualité de vie satisfaisante sur le plan personnel, professionnel et général, oui, à ce moment-là, on vise à la guérison. Et je crois que quand même, et je trouve que le témoignage, les témoignages en reportage sont éloquents, c'est quand même un message d'espoir aussi qu'il faut délivrer, parce que, je dirais, dans la majorité des cas, et on ne dit pas ça pour faire plaisir aux patients, à l'entourage, on arrive quand même à maîtriser la maladie et à faire en sorte... Alors maîtriser, stabiliser, quel est le bon terme? C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de crise déjà, ou en tout cas plus de crise majeure, et que les fluctuations d'humeur soient suffisamment atténuées pour rejoindre les variations du tout à chacun, et qu'ensuite il y ait une qualité de vie qui soit, avec la tolérance des différents traitements, etc., qui soit optimale. Et donc, alors les traitements, ils associent les traitements médicamenteux et les thérapies qui recouvrent l'éducation thérapeutique, qu'on appelle psychoéducation, la remédiation cognitive, les thérapies cognitives et comportementales, la pleine conscience. Tout ça, c'est un ensemble de thérapies qu'on essaie d'adapter au cas par cas, aussi bien sur le plan médicamenteux d'ailleurs que sur les thérapies complémentaires. Marie-Ève Vérite, ce message d'espoir, vous l'avez communiqué à travers votre livre, hein, parce que vous avez décidé de revivre, hein, finalement. Il y a quand même une thérapie, des remèdes qui vous ont permis justement j'ai fait des thérapies considérées comme guéries, entre guillemets, bien sûr, hein, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je me considère comme stabilisée. J'ai suivi des thérapies comportementales cognitives, la méditation, pleine conscience, tout ça. Voilà, je suis très bien mon traitement et dès qu'il y a je suis en zone d'alerte, j'appelle mon médecin. Et sans regret, là aussi, pardonnez-moi, je schématise, par rapport aux phases d'exaltation intense, parce qu'on voit aussi que dans ce documentaire, ces phases d'exaltation, finalement, certains malades les regrettent après coup, parce que justement elles sont stabilisées avec des médicaments. C'est votre cas? Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a un plaisir de... Il y a un plaisir de la crise maniaque jusqu'à un certain point, mais il y a un certain plaisir, effectivement. Nostalgie. Pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est quand même un parcours du combattant. On a à notre disposition la mise au point d'un traitement, je veux dire. C'est quand même un parcours du combattant. On a effectivement différents volets, le volet médicamenteux, le volet non médicamenteux. Au sujet du volet médicamenteux, il faut quand même se rappeler que cette phase-là est très empirique. Nous ne savons pas dire quel malade va répondre à quel traitement. Alors bien sûr, le lithium est probablement aujourd'hui un régulateur de l'humeur, donc un traitement préventif des rechutes maniaques et dépressives inégalé. Mais 100% des patients ne répondent pas au lithium. Donc le médecin ou la collaboration entre le médecin et son patient vise d'abord à trouver le médicament qui va être correctement toléré, puisqu'on est parti pour plusieurs années de traitement, et qui va faire le job, c'est-à-dire prévenir efficacement les rechutes dépressives et maniaques. Et puis sur le volet non médicamenteux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une maladie extrêmement complexe dans son expression, avec beaucoup de comorbidités addictives, des anomalies des rythmes circadiens, des idées suicidaires avec des gestes suicidaires, qui nécessitent que le programme thérapeutique soit adapté à la situation de chaque patient. Vous êtes en plein dans le volet non médicamenteux. Ça porte ses fruits avec le recul aujourd'hui. Bien sûr, je pense que ce qui est très important aussi, c'est que les gens puissent se retrouver entre pairs, entre guillemets, parce que bien souvent, on ne peut pas parler de notre trouble à l'extérieur. Alors, quand on se retrouve ensemble, notamment lors des groupes de parole, on a vraiment toute liberté de dire exactement ce que nous vivons. Et je voudrais laisser vraiment ce message d'espoir. Vous aurez le mot de la fin, profitez-en. Allez-y. Moi, je vois une vie qui peut être belle pour les personnes qui ont ces troubles. Et il y a tout ce cheminement, un long parcours, comme le dit le docteur Bellivier, le diagnostic, le parcours du bon traitement, l'accompagnement, les thérapies. Et puis après, une vie comme tout un chacun. Parce que je pense que l'humeur des uns et des autres est variable et qu'on peut bien voir comment on peut se trouver quand on est dans un état un peu plus triste parce qu'il n'y a pas assez de soleil et dans un état un peu plus gai quand il fait grand soleil. Mais moi, je suis très, très
positive sur l'avenir pour les troubles. Et vous faites un formidable boulot avec cette association Argos 2001. Marc Masson, on rappelle que vous avez publié Les troubles bipolaires dans la collection Que sais-je aux presses universitaires de France. Marie Alvéry, merci encore d'avoir participé à cette émission ce soir. Vous avez témoigné de votre maladie dans J'ai choisi la vie, être bipolaire et s'en sortir. Et c'était ça le message d'espoir aussi ce soir. C'est publié aux éditions Payot. Merci vraiment, un grand merci à tous les quatre d'avoir participé à ce droit de suite ce soir où nous nous interrogions sur la souffrance des hommes et des femmes souffrant de troubles bipolaires. Vous pouvez bien entendu réagir à cette émission sur #DDS, notre adresse sur Twitter. Rendez-vous à tous et à toutes pour un prochain droit de suite avec son documentaire et son débat. À bientôt.